tout le monde. La chaîne critique en maintenance aéronautique ou le monde des projets où chaque minute compte. Le format, tout simplement, après une brève introduction, on va parler des particularités de la MRO et méthodologiquement, qu'est-ce que c'est que mettre en œuvre la chaîne critique dans cet univers-là. Ensuite, des exemples de mise en œuvre et une conclusion. Okay. Le MRO, j'ai repris le terme anglais, excusez-moi, Maintenance, Repair and Overhaul, ou maintenance, réparation et rénovation. C'est vrai que parfois on entend Maintenance, Repair and Operations, mais voilà. Nous, on est dans la maintenance, entretien, rénovation des équipements et ici des aéronefs. La chaîne critique est utilisée dans le MRO aéronautique de par le monde. La première entreprise que je sache qui l'ait fait, c'était Delta Airlines, en haut à gauche là, aujourd'hui Delta Tech Ops, la partie maintenance de Delta Airlines. C'est eux qui ont été les premiers à le mettre en œuvre, suivi juste après chronologiquement par le US Navy, que vous voyez là. Et puis après, depuis 20 ans, ça s'est déployé un peu partout dans le monde. Vous verrez tout à l'heure les plus de détails, le plus gros utilisateur, parce que de très loin, la plus grosse flotte d'avions, c'est le US Air Force. J'oublie de compter, là, il y a 7000 avions, je ne sais rien, une quantité ridicule par rapport à ce qu'on a dans les autres pays du monde. Et plein d'autres, la Air France, BAE Systems, l'armée de l'air et de l'espace française, et ainsi de suite. Okay, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de monde maintenant qui utilise cette approche dans leur MRO. Okay. Nous, Maris Consulting, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir travaillé dans ce domaine avec ces sociétés-là. Donc historiquement, en fin de compte, nous avons démarré tout cela chez Embraer Executive Jets au Bourget. Et je décrirai brièvement ce cas-là plus tard. C'est plus de 10 ans maintenant. C'est là où on a commencé. Et puis après, on a continué donc, avec les entreprises que vous voyez là, que ce soit des grosses organisations comme Airbus, d'autres plus petites. Okay. Voilà, c'est à base de ces expériences-là que je vous parle. D'accord. Alors, je ne vais pas réexpliquer qu'est-ce que c'est dans le détail la méthodologie de la chaîne critique. Veuillez m'en excuser, mais on n'a pas le temps de faire ça et de parler MRO. Donc, je vous réfère, pour ceux qui ne connaissent pas, à tout le contenu gratuit qui existe sur la chaîne critique. Vous avez la chaîne critique en 5 minutes dans une vidéo de YouTube, vous avez la chaîne critique en 4 vidéos de 20 minutes sur YouTube, vous avez des tonnes, 70 vidéos en tout, je pense, sur le sujet de la chaîne critique. Vous avez un site dédié en français-anglais à la chaîne critique que nous administrons. Quand même, il y a beaucoup de choses, donc je fais l'impasse sur vous décrire le détail de la fever chart, etc. Mais vous pouvez facilement vous renseigner sur ce que je n'ai pas eu le temps de décrire. Regardons les spécificités de la MRO. Okay. Moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles la chaîne critique a été parmi les pionniers à mettre en œuvre ces idées dans le MRO, c'est que le MRO est quelque chose dans lequel on peut assez facilement savoir combien on gagne à gagner du temps. Que le temps c'est de l'argent et on sait combien, c'est-à-dire en particulier dans l'aviation civile, on sait que immobiliser un avion, un A350 ou je ne sais quoi, pendant une journée de plus, c'est un manque à gagner, il ne va pas voler avec des passagers payants, etc. Et on va perdre de l'ordre de 100 000 € dans la journée, parce que l'avion il est resté au hangar. Et donc on sait très bien pourquoi ça vaut le coup de réfléchir à comment je pourrais gagner une journée, passer de 37 jours à 36 et ainsi de suite, parce que chaque fois je sais que c'est rentable, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres types de projets, de développement de nouveaux produits, etc. Mais là, on sait. Okay, et c'est ça qui a animé, je pense, beaucoup d'entreprises pour pousser à fond les idées de la théorie des contraintes et de la chaîne critique pour gagner un jour par-ci par-là, parce qu'ils savaient très bien combien ils gagnaient en se faisant. Dans le domaine militaire, c'est la même chose. Malheureusement, c'est l'actualité de le dire. C'est pour accroître la létalité des forces armées et donc maximiser le maintien en conditions opérationnelles des aéronefs. C'est le nerf de la guerre, si je puis dire. Les principales difficultés de la MRO, je vais les détailler les unes après les autres ici. Donc, c'est pas facile de planifier et d'ordre de lancer. C'est avoir un manque de visibilité lors de l'exécution, pas savoir quand j'aurai terminé, même quelques jours avant, je ne suis pas sûr de quand j'aurai terminé mon intervention sur mon avion. Des vrais problèmes de complet conforme, s'assurer que le mécano il a l'outillage, la pièce de rechange et ainsi de suite pour travailler. Les findings, je crois que même les entreprises françaises l'utilisent surtout ce terme-là, c'est ce qu'on va découvrir, on fait un entretien sur un avion, et en ouvrant le capot, on voit qu'il y a de la corrosion ici, il y a quelque chose à changer là qui n'était pas prévu. Donc c'est le travail qu'on découvre au fur et à mesure. Et
trop souvent, elles sont découvertes tardivement. Vous allez voir ça quand je le décris dans le détail. Et puis enfin, l'encours trop élevé, trop d'avions dans les hangars, par exemple. Ok. Donc, toutes ces choses-là, je vais les détailler parce que trop souvent, les gens ont tendance à expliquer que le MRO, il manque de tout. Il manque de pièces, il manque de gens, il manque de ceci, de cela. Mais justement, la théorie des contraintes dit non, c'est pas possible que ce soit il manquait de tout. Où sont vos contraintes? C'est quoi, en fin de compte, la chaîne critique ou le maillon faible de votre système? Et on va le trouver, gérer ça, et vous verrez que tout le reste va suivre. Alors, les plannings. Les plannings d'un haut niveau, là, on a un planning d'une grande société avec de très nombreux avions. C'était du Excel, comme support, n'est-ce pas? Et pourtant, ils avaient des logiciels qui leur avaient coûté des centaines de milliers d'euros pour gérer et planifier. Mais ça ne marchait pas, ils n'y arrivaient pas, et donc ils faisaient tout ça avec Excel. Donc en réalité, à un certain niveau de planification, les gens, pour de vrai, ils utilisent PowerPoint ou Excel plutôt que des logiciels sophistiqués qu'ils pourraient avoir. On va y revenir dans les solutions. Okay. Et non seulement il y a ça, mais une fois qu'on a lancé tel avion, allez, la check C à 920, il est parti, il est là pour 5 semaines, et ben après 4 semaines, on ne sait toujours pas si on l'aura dans une semaine ou pas. Un autre point de particularité du MRO aéronautique, c'est on a tendance à utiliser comme entité de gestion des cartes de travail. Et pourtant, des cartes de travail, il y en a entre 1000 et 10 000 sur une intervention, selon qu'il s'agit d'une petite check d'un avion d'affaires ou une grosse check d'un A380, d'accord? Donc on est dans les milliers d'entités. Et il faut gérer ça pour prouver qu'on a bien vérifié tout ça, etc. Il y a bien tout ce détail de travail à faire, mais ce n'est pas l'entité de gestion. Okay. Et bien sûr, toutes ces cartes de travail indiquant tout ce qui est à faire doivent être clôturées au fil de l'eau, ce que notre vécu n'est pas toujours fait, ce qui pose de sérieux problèmes, et assez souvent il y a une panique à la fin quand on a terminé l'avion physiquement. On se dit mais où est la carte de travail de telle et telle opération que je ne trouve plus, et je ne peux pas libérer l'avion parce que je ne peux pas prouver que j'ai bien fait telle et telle chose parce que je ne trouve pas ma carte. Enfin, et puis enfin bien sûr, vous le savez mieux que moi, il y a de nombreuses contraintes dans le MRO d'un avion. Le cockpit est d'une certaine taille, je ne peux pas mettre 12 personnes dans le cockpit en même temps, n'est-ce pas? Donc il y a des problèmes de coactivité aussi, je ne peux pas faire telle opération et telle opération en même temps parce que ce serait dangereux. Je vais électrocuter quelqu'un ou écraser quelqu'un, etc. Donc il y a ces contraintes-là à prendre en compte. Et puis le nombre de ressources est limité, les ressources mécano, quel que soit leur niveau de certification. Et ça, vous le savez tous, j'imagine, c'est quelque chose qui va aller croissant puisque les flottes continuent à croître et encore, elles croîtent avec un certain âge, et au fur et à mesure qu'elles vont vieillir et grandir, on aura besoin de plus en plus de personnes pour faire le MRO. J'en parlais encore avec un des grands industriels hier. Quand on regarde à 5 ans, c'est impressionnant le nombre de personnes qu'il faudra pour faire l'entretien des avions. Alors, la clé de voûte, quelle que soit la manière compliquée parfois que j'utiliserai pour obtenir la performance, c'est de s'assurer que les mécanos puissent produire de la valeur ajoutée tout le temps, et donc de leur créer un environnement qui facilite leur travail, s'assurer qu'ils ont bien sûr les pièces de rechange, qu'ils ont les cartes de travail, qu'ils ont l'outillage, qu'ils ont les consommables qui vont bien, et bien sûr les différentes compétences réunies. Okay. Alors, les inspections tardives. Étonnant peut-être, en tout cas nous on trouve ça assez régulièrement. Ce qu'il faut faire, c'est partir de l'idée que très très vite, il faut avoir fait le tour de l'avion et savoir tout ce qu'il pourrait y avoir à faire, et pas découvrir à mi-chemin ou encore pire vers la fin qu'il y a tel ou tel findings, telle ou telle chose qu'on vient de découvrir qu'il faut réparer ou remplacer, et donc s'en occuper en urgence et finir par mettre en retard l'avion parce que cette chose-là, on n'a pas eu le temps de l'exécuter. Il fallait le découvrir plus tôt. Et pour ceux qui me disent que c'est impossible, sachez qu'on le fait très souvent, presque toujours, et on arrive à le faire beaucoup plus tôt. C'est juste qu'il faut avoir cette obsession. On connaît l'avion, donc on dit là, il faut aller vérifier cette partie de l'aile tout de suite, parce qu'on sait très bien qu'il y a 60% de probabilité qu'à cet âge-là, il y ait de la corrosion, et on va le faire on va le regarder tout de suite. Okay, et c'est un cas réel que vous avez sous les yeux en bas, là, chaque pièce compte, n'est-ce pas? Donc là, il y avait un cas où les tôles, des tôles toutes bêtes extérieures d'avion
étaient déposés par une entreprise extérieure, mais c'était quelqu'un d'autre qui devait les inspecter, et donc c'est seulement quand on cherchait à réinstaller à la fin du check, réinstaller les tôles sur l'avion, qu'on les inspectait, et là on découvrait qu'elles étaient endommagées et il fallait les réparer, etc. Mais c'était trop tard, quoi. On mettait en retard l'avion pour des bêtises. Et juste en travaillant là-dessus, dans un cas, on a réduit de plus de 40% les retards dans les fins de travaux, tout simplement en s'assurant qu'on découvrait tous les findings de tôle dès les premières heures, en fait. Alors, trop d'encours, trop d'avions, et d'ailleurs trop de pièces dans les ateliers quand on est au niveau des équipements, des trains d'atterrissage, etc. C'est toujours pareil. La loi de Little, j'espère que tout le monde la connaît, c'est juste une simple vérité qui est que plus j'ai d'objets dans mon système, donc plus j'ai d'avions dans mon hangar par exemple, je vais disperser les moyens sur ces différents avions et je vais augmenter les durées de traitement, n'est-ce pas? C'est la loi des files d'attente si vous préférez. Et donc une des clés, c'est de maintenir un minimum le niveau d'avions, le nombre d'entités, le nombre de moteurs, etc. qu'on gère dans ces ateliers, dans ces hangars. Je vais maintenant parler de la partie chaîne critique dans la MRO. Alors, une première chose, c'est que on va bien sûr parler de la chaîne critique, mais c'est un cœur, on pourrait presque dire qu'on applique, nous, la chaîne critique plus, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres idées qui sont greffées sur la chaîne critique pour obtenir la performance que nous décrivons, n'est-ce pas? On ne fait pas que de la chaîne critique. Je déteste les remarques genre la chaîne critique est la réponse, quelle est votre question? Non, la chaîne critique elle est là, mais vous verrez qu'il y a plein d'autres choses, parfois de bon sens, parfois de lignes, etc., qui sont combinées pour créer un cocktail très puissant. Donc un d'entre eux, c'est le fait qu'il faut réfléchir à une pyramide de pilotage. Ceux qui, comme moi, viennent du monde de la production, on est habitué à avoir des pyramides de pilotage, une planification moyen terme, suivie d'un ordonnancement à la semaine, suivi d'une exécution en temps réel, etc. On est habitué d'avoir différents niveaux de gestion. C'est plus rare, en tout cas structuré dans le monde de MRO. Donc il faut, par exemple, avoir 3 niveaux. Le niveau où on gère le hangar ou le site, l'aéroport, hein, quand on est intervenu nous, sur je sais pas moi, sur Orly ou Roissy ou je ne sais quoi, c'est les hangars au pluriel. Et on gère les différents avions, on manage les ressources, on déplace les ressources d'un endroit à un autre, etc. Ceci est suivi d'un management avion par avion, l'ordonnancement d'une intervention sur un avion. Là, on regarde les délais, on fait la course de relais, vous comprendrez quand on regardera dans le détail, la course de relais le long de la chaîne critique, justement, pour terminer au plus vite. Et enfin, l'exécution, heure par heure, minute par minute, qu'est-ce qui se passe, la distribution des cartes de travail, le suivi des cartes de travail, et là, il y a un problème de créer et d'entretenir le complet conforme auprès des mécanos, d'assurer qu'on a la bonne polyvalence des équipes, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est ces différents éléments-là qu'il faut combiner. Il faut se préparer à bien travailler pour bien travailler. La construction d'un ordonnancement dynamique, une des clés de la chaîne critique en général et dans la partie MRO par exemple. Okay, donc pour ce faire, il y a l'utilisation de logiciels de chaîne critique. Okay, et vous allez ensuite utiliser ceci, normalement, c'est ce que nous préconisons, pour travailler de manière focalisée. Vous allez planifier le travail de manière focalisée. Vous avez sur la droite ici un planning avant et après mise en œuvre sur le même avion, la même intervention d'une check 96 mois d'un Embraer, d'un avion d'affaires. Okay. Au début, ils avaient des plannings où ils prévoyaient simultanément de travailler sur le moteur, le train d'atterrissage, les ailes, etc. Okay. Tout le monde se dispersait, papillonnait, on allait partout. On a dit non, on va mettre autant de personnes que possible sur tel ou tel endroit et on va se concentrer dessus, on va le faire au plus vite. Okay. Donc, par exemple, sur le train d'atterrissage, ils ont vu qu'effectivement, s'ils mettaient une deuxième mécano sur le train d'atterrissage, ils pouvaient aller quasiment 2 fois plus vite. Par contre, 3, ça servait à rien, ils commençaient à se gêner. Donc, ils ont mis, allez, train d'atterrissage, 2 personnes. Pareil. Chez Air France, vous pouvez imaginer le nombre de personnes que vous pouvez mettre sur une aile d'avion, par exemple. C'est pas une. Il y a la place pour mettre plusieurs personnes. Voilà, donc on prévoit de travailler de manière très focalisée d'un endroit après l'autre, ce qui permet d'aller plus vite, et puis voilà. Okay. Ensuite, comme vous le voyez ici, il y a dans le graphique en bas à droite, ça se termine par un buffer, un tampon, qui est gros de 20 à 30% du temps. Okay.
Et ceci est, et là il faut vous renseigner sur comment marche dans le détail la chaîne critique, parce qu'on a mis des durées optimistes, agressives ou optimistes dans les durées des interventions. On a dit ça prend 12 heures, ça prend 14 heures, etc. C'est des temps optimistes. Et parce qu'on sait qu'on va avoir des problèmes et on ne va pas toujours pouvoir exécuter dans ces temps optimistes, et ben, il y a un buffer pour absorber les problèmes que vont rencontrer les personnes lors de l'exécution. C'est le principe de la chaîne critique, ici appliqué au MRO. Alors, dans cet ordonnancement dynamique, je répète, il faut absolument s'assurer que la première chose qu'on fait, c'est inspecter l'avion pour essayer de définir tout ce qui doit être remplacé, y compris ce qui n'était pas prévu. Okay, et dans beaucoup de cas, on peut prévoir l'imprévisible ou le non certain. C'est-à-dire que si ce type d'avion, je le vois régulièrement et je sais qu'il y a 80% de probabilité, c'est statistique, j'ai regardé les 5 dernières années, que j'aurai à peu près 200 heures de tôlerie à faire sur les ailes à cause de la corrosion, eh bien on le prévoit dès le départ. On dit, il y a 200 heures à prévoir sur cet avion, je ne sais pas encore exactement où, mais il y a 200 heures de chaudronnier sur les ailes parce que statistiquement ça a toujours été comme ça. Et si la bonne nouvelle c'est que l'avion il est moins corrodé qu'on pensait, ben on va gagner du temps. Okay, mais on ne fait pas là, oh tiens c'est étonnant, il y a des findings. Non, des findings, on sait statistiquement combien on va en trouver et on essaie de positionner des heures de travail avec des compétences. Tiens, j'ai besoin de tel mécano sur le moteur parce qu'il y a ça, il y a telle heure de chaudronnier ici parce qu'il y a ça, etc. Et on estime de combien on va en avoir besoin, même si ce n'est pas certain, n'est-ce pas? Et ce n'est pas gammé ou obligé par la documentation. On se protège, on se prépare à travailler sur des findings. Okay, et puis enfin, là j'imagine que j'enforce une porte ouverte évidente, il faut s'assurer d'avoir toutes les différentes pièces, n'est-ce pas? On ne peut pas entretenir, réparer un avion si on n'a pas les différentes pièces de rechange. Notre règle, si vous pouvez, que nous recommandons, c'est si vous pensez qu'il y a plus de 50% de probabilité d'avoir une pièce, donc c'est pareil, c'est pas juste les pièces obligatoirement doivent être remplacées, c'est celles où il est possible qu'on ait besoin de les remplacer. S'il y a plus de 50% de probabilité d'en avoir besoin, on les stocke. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, on a le planning de la chaîne critique que vous voyez ici en rouge. C'est l'enchaînement des tâches très proche du chemin critique, si vous préférez, mais ça prend aussi au compte les ressources. Hein, le fait qu'il y a un mécano Peter là, qui fait ces différentes tâches, par exemple. Okay, donc ça, c'est la chaîne critique, c'est cette chaîne d'opération qui va déterminer la durée d'immobilisation de l'avion, le turnaround time. Okay, et donc, on va, une fois qu'on l'a identifié, elle est stable, avec la chaîne critique, on sait faire. Le bleu, ce qui est là, il y a de la marge. Donc, ce n'est pas ça qui va déterminer les durées globales. Il faut se concentrer sur la partie rouge, voir quelles actions, par exemple, en lançant des chantiers de ligne, pour réduire plus encore cette chaîne critique. Okay. Exemple, toujours Embraer au Bourget, quand on a démarré, il y avait à un moment donné 300 heures de travail à faire le nettoyage d'un réservoir, un bladder, qui était mal préparé, mal outillé, etc. Mais c'était sur la chaîne critique, et donc ils se sont réunis pour décider comment ils pourraient, en ayant un outillage adapté, etc., aller plus vite. Ils ont gagné 200 heures, il me semble, sur la durée d'intervention, juste en industrialisant une des opérations, mais celle-ci était sur la chaîne critique de l'entretien. Voilà, donc il y a un travail d'optimisation, de compression des plannings qui est fait avec la chaîne critique, donc comme vous voyez là. Enfin, autre point très important, la granularité des tâches, avec quel niveau de détail vous discutez, vous parlez, quelle est votre entité de gestion. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 1000, 2000, 10 000 cartes de travail. Et si on travaille à ce niveau-là, on va se noyer dans les détails. Donc il faut les regrouper et créer des packages, des work packages. Okay, exemple d'un de nos clients, 1200 cartes sur une intervention de type check C. Et ben, on les a regroupées pour créer 170 paquets de cartes. Okay, et c'est ça qui était l'entité de gestion, c'est de cette manière dont les gens discutaient, planifiaient, c'était leur vocabulaire. Il y a ce package, ce package, ce package. On n'était plus du tout dans l'entité de la carte de travail élémentaire. Okay, donc on a ça, bien sûr une fois qu'on a ce paquet de cartes, on va l'exécuter. Pour l'exécuter, simple bon sens, on a une checklist, voilà, il y a 20 choses dans cette checklist, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est ça. C'est ça l'entité de comment on gère. Okay, et ça permet d'avoir une assez bonne visibilité, mine de rien. Il ne faut pas non plus chercher à avoir un système parfait. Si j'ai fait 10 des 20 opérations dans mon work package, on peut estimer qu'il a été à moitié fait, n'est-ce pas? C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus.
Enfin, bien sûr, si on travaille comme ça, si j'ai un problème particulier sur une des entités, un des éléments, une des cartes du Work Package, et que j'ai seulement fait 19 sur 20, le Work Package, pardon, la carte que je n'ai pas pu faire du premier Work Package, je le repasse et je le mets dans un Work Package ultérieur, n'est-ce pas? J'attends pas d'avoir terminé nécessairement tous mes Work Packages avec toutes les entités, parce que moi, je n'y arrive pas. Autre principe qui est très populaire dans nos mises en œuvre, c'est de créer une tour de contrôle de management. Et ça, c'est réunir toutes les différentes personnes qui vont bien dans une salle ou même autour d'une grande table pour gérer l'activité, pour gérer un avion par exemple. Il s'assure qu'il y a les kits complets pour les mécaniciens. Si les mécaniciens ont un problème, ils savent tout de suite où aller pour retrouver une solution. Et c'est cette entité-là qui centralise toutes les informations et qui permet d'avoir des réactions immédiates par rapport au problème et de décider très vite comment gérer ou réagir au mieux à différents aléas. Okay. Plus dans le détail dans le suivi du travail, on gère les cartes de travail, ou plutôt les packages de cartes de travail que vous voyez là. Là, c'est des pochettes avec plusieurs cartes de travail. Ce sont les work packages dans un exemple. Vous voyez aussi la fever chart et le suivi de l'exécution. Okay. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis parce qu'on trouve régulièrement que ce n'est pas toujours assez bien fait. On clôt les fiches de travail au fil de l'eau et on n'attend pas parce que trop souvent, sinon on les perd et on va à la chasse aux cartes de travail et c'est ça qui retarde l'avion. Où est passée la carte numéro 226 et puis on gère au fil de l'exécution le nombre de cartes en cours, n'est-ce pas? Si un mécano vient dans le bureau en disant j'ai terminé, est-ce que je peux avoir une nouvelle carte? Peut-être que la bonne solution c'est pas de lui donner un nouveau package, mais de lui dire non, tu ne pourrais pas aider Albert, il a un problème avec le moteur sur telle chose, et comme ça vous allez terminer plus vite cette activité-là. Il faut limiter l'encours et maximiser les concentrations des moyens dans l'atelier. Ça passe aussi par limiter le nombre de packages qui sont distribués dans l'atelier. Okay, pas trop de cartes de travail en même temps. Okay. Alors, ceci est vrai, même si comme de plus en plus d'ateliers ou de hangars passent en mode paperless, il faut avoir un système qui permet de comprendre la quantité de travail qui est en cours pour assurer le flux dans les opérations. Autre dimension de la mise en œuvre de la chaîne critique sur le MRO aéronautique, c'est que la chaîne critique, c'est la dimension projet de la théorie des contraintes. La théorie des contraintes, ça va être une question de goulot, de contraintes de capacité, etc. Et donc, dans le hangar, on va identifier quelle est la contrainte de capacité. Quelle est l'entité qui a tiré la courte paille? Il n'est pas vrai que tout le monde est chargé tout le temps. Il y a une fonction, une population, une compétence qui a tiré la courte paille et qui a plus de travail que tous les autres. C'est elle, la contrainte de capacité, qui va déterminer la performance du hangar, et pas tout le monde, c'est eux. Et donc, il faut les identifier, okay, et ensuite voir comment on peut les aider à produire plus en les protégeant, en les traitant en VIP, etc. De notre expérience, on peut typiquement trouver des contraintes de capacité au niveau des chaudronniers, au niveau des contrôleurs de contrôle non destructif, autour des contrôles qualité plus largement, les APRS par exemple, et aussi, pour certains cas en tout cas, des ateliers de peinture. Okay. Tous les différents avions passent à travers ces contraintes de capacité. Il faut identifier lesquels ils sont pour élever dans le vocabulaire de la théorie des contraintes leur performance pour qu'ils produisent plus. Ainsi, tout le hangar produira plus. Dans le suivi de l'exécution d'un portefeuille de projet, on a la fameuse fever chart. Je suis désolé, mais je ne veux pas avoir le temps d'expliquer dans le détail comment marche la fever chart. Plusieurs vidéos sur ce sujet. Axe horizontal, c'est le déroulement du travaux de début à la fin. Vertical, c'est la consommation du buffer. Est-ce que j'ai beaucoup ou pas beaucoup de problèmes? Okay. Et donc on voit ainsi, avec trois couleurs très simplement, que les avions verts, et tout va bien, les avions rouges, il y a un problème, et c'est eux sur lesquels le management doit se focaliser pour trouver des solutions à leurs problèmes et les faire sortir du hangar. Voilà. Gestion des compétences et des capacités et des goulots. Voici un cas d'une assez grosse organisation avec plus de 400 personnes, une dizaine d'avions en cours. Les chaudronniers étaient la contrainte de capacité, comme vous voyez là les premiers plannings avant qu'on commence à lisser la charge et à réfléchir comment s'y prendre, était ce que vous avez en bas à droite là, la charge sur les chaudronniers, toujours tout à fait excessif.
Okay, donc c'est ça qu'on a regardé, on a contrôlé ça, et une fois qu'on avait contrôlé ça, on n'avait pas besoin de se préoccuper de la charge sur toutes les autres ressources, parce que une fois qu'on avait contrôlé le charge de travail sur les goulots, tous les autres non-goulots, par définition, pouvaient suivre. Okay, c'est ça la simplification de la théorie des contraintes. Pas besoin de gérer les charges de tout le monde, même s'ils crient et ils hurlent en disant j'ai trop de travail et ainsi de suite. Ça ne peut pas être le cas de tout le monde. Un point que je peux à peine détailler aujourd'hui, je le mentionne parce que pareil, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Le dosage que souvent on augmente. Quand on intervient sur un avion, on va lui donner un nouveau potentiel, n'est-ce pas? On va lui dire que voilà, il n'a pas besoin de retourner au hangar avant 200 heures, 400 heures, etc. Pour ça, on va terminer un certain nombre de tâches et pas d'autres, n'est-ce pas? Trop souvent, les gens rendent des avions avec des potentiels un peu trop faibles, et donc l'avion doit revenir, et on se retrouve à faire de nombreuses petites interventions plutôt qu'une grosse bien dosée avec un dosage plus fort. Okay, à notre avis, les mauvaises raisons pour lesquelles on a des dosages trop faibles, c'est que les gens ont fait des mauvais calculs économiques. Oh oui, mais cette pièce-là, j'ai pas besoin de la changer maintenant parce qu'elle a encore un potentiel de 70 heures, et donc ce serait dommage de la changer. Ouais, sauf que si on fait un coût global, si, il faut le changer parce que sinon c'est l'avion entier qui va rester là. Et puis, moins bonne raison aussi, on n'a pas le temps. Le client il dit il faut que vous rendez-moi l'avion, j'en ai besoin pour demain matin, etc. Donc puisque j'étais en retard parce que je faisais pas de la chaîne critique, j'ai pas eu le temps et donc je lui rends l'avion, mais l'avion il doit revenir lundi prochain parce qu'il y a une pièce que j'ai pas encore pu mettre dedans. Okay, donc il faut essayer d'avoir des dosages plutôt élevés et entrer dans une boucle vertueuse comme ça. Les avions on les rend en très bon état avec un très bon potentiel. Il faut réduire le nombre d'avions en cours, j'en ai parlé à plusieurs reprises, vous voyez là comment on fait. C'est la contrainte de capacité, les chaudronniers par exemple, dans le schéma des cuves. Ça sert à rien de remplir le système avec beaucoup d'avions, beaucoup de travail à faire. Si ça passe pas à travers le goulot, ça passera pas. Et donc on ne lance que dans le système ce que le goulot peut faire. On fait ce qui est en bas à droite. On cadence le lancement des projets. Okay. Une des décisions les plus importantes et contre-intuitives, c'est de savoir quand je démarre quelque chose. Et si on veut aller vite, en fin de compte, il faut commencer l'avion aussi tard que possible pour réduire l'encours et donc permettre aux gens de rester travailler. Je répète, il faut commencer sur un avion aussi tard que possible. Des exemples de mise en œuvre, quelques exemples de notre vécu. D'abord, je commence avec des cas qui ne sont pas de Maris Consulting, donc des commentaires de Lufthansa, de TAP et de BAE Systems. Voilà, ils sont tout contents de voir que la performance augmente, la qualité de vie, la visibilité, etc. C'est très bien. Okay. Autre cas qui n'est pas de Maris Consulting, mais qui est très impressionnant et partiellement public, c'est US Air Force, n'est-ce pas, de très loin la plus grosse flotte d'avions au monde. Il y a une entité Tesseract qui est en charge de déployer la théorie des contraintes dans l'ensemble du US Air Force. Et vous voyez où ils en sont. Je ne sais plus, je crois qu'ils ont dépassé 30 différentes bases américaines. Et ça, c'est un déploiement global, mondial, avec des formateurs, etc. Avec tous les résultats que vous voyez là, il y a une partie que vous pouvez trouver en libre accès sur Internet, sur LinkedIn et ailleurs, le site Tesseract, etc. Bien sûr, c'est seulement une bonne partie des résultats et n'est pas disponible au public. Mais déjà, ce qui est publié vous donne une idée de leur engouement pour l'utilisation de la théorie des contraintes in the US Air Force. Remarquable, surtout vu la taille des opérations. Une autre entité une autre organisation qui utilise la théorie des contraintes depuis peu, depuis 4 ans pour de vrai. Ça a commencé dans le MRO aéronautique dans le Royal Australian Air Force sur les Hawks, où ils ont réduit de 43% les durées d'immobilisation en utilisant la chaîne critique. Okay, et ça a plu au siège de BAE Systems, et maintenant, en fait, BAE Systems n'utilise pas seulement dans le MRO aéronautique, mais aussi pour toutes leurs autres activités. Pour ceux qui ne connaissent pas la société, ils font des sous-marins nucléaires, des frégates, des chars, etc., etc. Tout ça en chaîne critique. Ça, c'est leur plan de déploiement que vous avez là, qui est public. Okay. Autre cas, j'y ai fait référence de nombreuses reprises, c'est le Embraer, le Bourget, le
centre de maintenance qui s'occupe de tous les Embraer pour l'Europe, Moyen-Orient et Afrique, basé au Bourget. Dans la première intervention sur un check 96 mois, on est passé de 63 jours à 35, 45% de productivité, de nombreux problèmes disparus, comme vous voyez là, de livraison tardive, manque de visibilité sur la date de sortie, charge de travail des planificateurs, priorité en constante évolution, stress et multitâche, etc. Ne prenez pas, ne me croyez pas, regardez les vidéos par les gens de Embraer, il y en a 6 ou 7 je crois des vidéos, dont ces deux-là, sur notre chaîne YouTube, pour entendre ça de leur part plutôt que de ma part. Les résultats sont extraordinaires. En termes opérationnels, hein, l'impact sur la rentabilité a été très conséquent, mais aussi sur la qualité de vie, et c'est systématiquement pas le cas d'ailleurs. Parce que si vous regardez cet autre cas, toujours dans des business jets, celui-ci en Tchécoslovaquie à Prague, un autre de nos clients ABS Jets, regardez les vidéos, il y en a 4 ou 5. Par exemple, celle-ci de Thierry Barré, le directeur technique de ABS Jets, et qui explique qu'il y avait les résultats, que le client était content parce que les avions étaient à l'heure et ainsi de suite, mais que la qualité de vie a été notoirement améliorée avec une forte réduction du stress. Donc voilà, avec les résultats que vous voyez là, passer de 7 semaines à 4,5 semaines pour donc des TAT réduits de 35%, etc. Autre cas qui est dans le domaine militaire, rénovation de F-16 en masse, malheureusement tout à fait d'actualité. Donc il y avait une énorme augmentation de la demande, il fallait beaucoup, 3 à 10 fois plus qu'avant, d'intervention pour, dans ce cas-là, les F-16. Okay. Donc la chaîne critique a été mise en œuvre sur l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble du portefeuille, les différents types d'interventions. Ils sont passés d'un environnement très chaotique, avec des équipes surchargées, avec après une analyse de charge, un tempo, un cadencement, en fonction des contraintes de capacité qui a permis d'assurer le flux. En assurant le flux, la stabilité des priorités, etc., eh bien, tout est rentré dans l'ordre, les priorités étaient plus stables, les avions sont sortis plus vite, ils ont pu identifier de quoi ils avaient besoin, donc je l'ai dit tout à l'heure, les chaudronniers, et donc ils ont axé le recrutement sur les chaudronniers, les performances se sont notoirement améliorées en débit, en productivité et en durée d'immobilisation des avions. C'est de très loin un record mondial, ils vont au moins 2 fois plus vite que qui que ce soit dans le monde. Pour ce type de modernisation, mais je ne peux pas donner les données. Un autre cas militaire pour une armée de l'air européenne. Elle est en train d'être déployée sur l'ensemble des bases, quel que soit le type d'aéronef, avec pour objectif d'accroître le maintien en conditions opérationnelles. Et aussi le potentiel des avions rendus, le nombre de sorties possibles, etc. Pareil, pour des raisons de confidentialité défense, je ne peux pas vous donner plus d'informations là-dessus. On a presque tout parlé d'aéronefs entiers, ok, mais ce que je vous ai décrit est largement utilisable et utilisé par nous-mêmes dans les équipements eux-mêmes, plutôt que sur les avions. Okay. Voici un cas d'une entreprise qui s'occupe de l'entretien des trains d'atterrissage. Alors là, la seule différence entre les cas avions, c'est qu'on est à la frontière entre du projet, du non répétitif, et de la production répétitive. Donc vous verrez qu'il y a un mélange de chaîne critique et de théorie des contraintes en production dans cette solution. Okay. Donc qu'est-ce qu'on a fait après un diagnostic classique de 2 jours? On a identifié les premiers goulots, c'était des cuves de traitement de surface, on a focalisé le management sur ces cuves, donc c'était une organisation de plus de 500 personnes, et c'était juste les cuves qu'il fallait optimiser, et en les optimisant, le débit a pu être augmenté, on les a fait travailler plus, 24 sur 24, 7 sur 7, en entretien comme il faut, etc. Et tellement augmenté le débit de ces cuves que le goulot est passé ailleurs, et donc il s'est retrouvé à l'inspection. Et là, on a mis en place le Drum Buffer Rope, tambour tampon corde, qui est la méthode de pilotage des flux de la théorie des contraintes en production, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, pour gérer tout ça.
Pareil, de l'amélioration, encore du dégoulotage, hein, maintenant sur ce travail d'inspection. Au niveau des ressources humaines, l'animation du travail, renfort avec des formations, s'assurer que l'axe à valeur ajoutée d'inspection était maximisé, et donc faire en sorte que tous les gaspillages de ces compétences-là étaient minimisés ou éliminés. Okay, donc on protégeait ces ressources rares par tout un système, tout un environnement favorisant leur travail, et bien sûr ils ont recruté d'autres inspecteurs. Okay. La mission est toujours en cours, donc difficile de donner les résultats probants, robustes. Il y a déjà au moins 25% d'amélioration de débit de sortie et de productivité, et une augmentation parfois de 80% d'un mois sur l'autre par rapport au mauvais mois du passé. Voilà un autre exemple. Ok, bien, on s'arrête là. J'aurais pu vous parler d'autres cas d'hélicoptères, par exemple, les autres avions que vous voyez là. Mais on va s'arrêter là, on va conclure. En conclusion, pour moi c'est assez simple, excusez-moi, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas déjà commencé à utiliser la chaîne critique quand vous voyez les résultats? Vous serez d'accord pour dire que c'est un peu dommage. Je répète, il n'y a pas seulement des résultats opérationnels extraordinaires de durée, de productivité, etc., mais il y a une qualité de vie, une visibilité, une fierté du travail, une impression qu'on n'est plus ballotté par le vent, mais on est au contrôle, okay, qui fait qu'on est gagnant à tous les niveaux, du patron au mécano, en passant par les planificateurs, etc. Tout le monde s'y retrouve, c'est du win-win à tout niveau, okay, avec des résultats spectaculaires. Et voilà, aujourd'hui on a parlé MRO aéronautique, sachez que nous on utilise ça dans tous les objets, les gros objets compliqués, donc que ce soit du TGV, du ferroviaire, du naval, des gros équipements de mines, là, on a un petit camion d'une mine d'or, là, et bien sûr les centrales nucléaires, etc. Toutes ces choses-là, c'est un peu la même logique, à peu de choses près. Ok, voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.